Les Républicains ont un chef, et maintenant? Eh bien oui, c'est la grande question qui se pose. Est-ce que, eh bien, M. Retailleau, qui a gagné ce combat, pourquoi il a intérêt à rester au gouvernement? C'est ce qu'il nous a dit, en tous les cas, hier soir. Quel est l'avenir politique de Laurent Wauquiez, qui a quand même été très largement battu à l'occasion de ce scrutin? Et puis, eh bien, on verra de quelle façon la droite LR peut gagner l'élection présidentielle. C'est dans 2 ans, en 2027, alors que, eh bien, il y a beaucoup de monde sur la ligne de départ. Vous êtes au club Le Figaro Politique et c'est évidemment l'endroit où vous vous informez toutes les semaines. Avec Charles Jégu, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour. Bonsoir Charles. Avec Emmanuel Galliero du service politique du Figaro, qui connaît tout des Républicains. Avec Wally Bordas, qui connaît beaucoup de choses aussi dans les travées de l'Assemblée nationale, du Sénat, toute la République, c'est ce qu'il connaît par cœur. Et puis Marie-Virginie Klein, bonsoir. Vous êtes la fondatrice d'une agence qui fait notamment de la communication politique et qui s'appelle Iconique. Alors, Charles, j'ai toujours tendance à commencer par ma droite. Ça tombe bien, on va parler des Républicains. Bon, il a gagné Bruno Retailleau, c'est pas vraiment une grande surprise, parce que même si à la fin, la question se posait de savoir quel serait l'écart entre les deux, il reste au gouvernement, il a intérêt à rester au gouvernement le plus longtemps possible? Oui, la réponse me paraît évidente, il doit rester au gouvernement jusqu'à ce qu'une occasion se présente de le quitter. Oui. Sans doute pas de son fait, mais du fait d'une conjoncture politique, dont il saura tirer parti. Parce qu'une de ses forces, c'est de paraître sincère et conséquent. Oui. Il est au gouvernement pour faire le maximum dans des conditions difficiles, mais pour faire le maximum. S'il devait partir pour des raisons d'opportunisme politique, ça serait perçu comme tel par des électeurs qui sont de plus en plus contrariés par ce qu'ils perçoivent comme étant un calcul politicien ou un calcul d'intérêt personnel. Je trouve que la force de Bruno Retailleau, c'est d'avoir donné l'impression, peut-être pas seulement une impression, mais en tout cas d'avoir donné cette impression qu'il était tel qu'il est, avec une certaine droiture. Et donc il est au gouvernement, constance et droiture. Bon, enfin, droiture, c'est une appréciation plus subjective, mais disons que il est venu pour rétablir l'ordre, comme il l'a dit. Il essaye de le faire. Évidemment, il a peu de moyens, puisque, comme il l'explique à juste titre, il n'y a pas d'assemblée pour mener une politique. Mais voilà, donc je pense que ce serait... et puis, surtout, comme il le dit lui-même, et je termine par là, il a été élu par 75% des suffrages de ses adhérents. Et donc, ça ressemble à une validation, en tout cas pour le moment, de son choix d'être au gouvernement. Plébiscitaire, quasiment. Marie-Virginie Klein, c'est ce qui a fait la différence, pas uniquement, mais est-ce que ça a pesé dans la balance? Il y en a un qui était au gouvernement, l'autre pas. Très basiquement, sa notoriété, Bruno Retailleau le doit d'être au gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a 8 mois, souvenons-nous, peu de gens dans le grand public savaient qui était Bruno Retailleau. Aujourd'hui, c'est en train de devenir une figure montante dans les sondages d'opinion. Donc rien que pour cette raison de notoriété, il a intérêt à rester le plus longtemps possible au gouvernement. Il y a aussi une stratégie de cohérence, c'est-à-dire que pendant sa campagne, il a quand même répété qu'il resterait au gouvernement pour une raison majeure, c'est entre guillemets, éviter les dégâts pour sa famille politique et essayer de peser sur les décisions. Après, maintenant que la campagne est passée, c'est aussi le jeu, on fait campagne en disant qu'on reste. Maintenant que c'est fait, peut-être qu'il va être obligé de revoir cette décision, parce qu'il y a quand même 2 moments importants et des contradictions politiques pour lui qui vont peut-être se faire jour. La première, c'est quand même le débat sur la fin de vie.
Qui est actuel en ce moment. Voilà, actuellement. Et donc là, il a quand même dit assez clairement qu'il y était opposé. Donc c'est une question, c'est un cas de conscience qui risque de se poser à lui. Sur le deuxième texte. Hein, sur le deuxième texte, tout à fait. L'aide active à mourir. Voilà. Donc il a parlé même de rupture anthropologique, je crois. Et puis, deuxièmement, le budget. Et les retraites, c'est-à-dire qu'il va être obligé de voter un budget et de peut-être faire des concessions aux socialistes. Conclave. Et donc ça risque d'être très problématique pour lui. Et donc le paradoxe, et alors qu'il a fait la campagne en disant qu'il resterait au gouvernement, le paradoxe serait que peut-être il sera obligé d'y renoncer plus rapidement qu'il ne le souhaiterait ou que prévu. Mais là, on se place, Walid, dans la perspective où il serait candidat à la présidentielle, ce qui n'est pas du tout... on le subodore, mais c'est pas affirmé, c'est pas aujourd'hui déclaré. Tout à fait. Même lui, il est resté très très prudent hier lors de cette déclaration en disant 2027, on verra plus tard. Pour l'instant, la discussion elle est sur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour le pays? Moi, je trouve ça quand même assez surprenant la vie politique. Je me souviens, il y a 1 an et demi encore. Les LR disaient il faut absolument pas rentrer au gouvernement, sinon on va être assimilé au macronisme et ce serait mortifère. C'était le discours un petit peu de Laurent Wauquiez finalement. Aujourd'hui, on voit bien que le fait d'être rentré au gouvernement, le fait d'avoir eu Michel Barnier à Matignon, le fait d'avoir Bruno Retailleau depuis bientôt 1 an à l'intérieur, les a finalement renforcés, leur a finalement permis de renaître de leurs cendres. Aujourd'hui, on voit bien que LR a une véritable dynamique. On le voit sur les différentes législatives partielles qui ont eu lieu, sur des élections de députés qui ont été annulées. Il y a eu 5 législatives partielles depuis juillet 2024. Ouais. Il y a eu 2 députés LR qui ont été élus. Dont une qui ne l'était pas. Et là, on a la 5e qui a eu son premier tour hier soir. Et on a un député LR qui est en passe d'être élu également. Donc ça ferait 3 sur 5 finalement. Alors qu'il y avait des candidats à chaque fois du bloc macroniste, de Horizon, de Renaissance, qui avait un RN aussi. Par exemple, là, le deuxième tour oppose un RN à LR. Donc on voit une véritable dynamique qui se crée autour de Bruno Retailleau, qui est incontestablement l'homme fort de ce gouvernement. Donc LR aurait tort de se priver de poursuivre dans cette dynamique. Alors, Emmanuel, Charles disait il devrait quitter si jamais il y a un désaccord, mais si jamais il est candidat à la présidentielle, il ne pourra pas non plus aller jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'il doit démissionner avant les municipales, après? Enfin, comment ça se passe? Alors ça, c'est des questions un peu précipitées, puisque lui, dans sa stratégie, il veut déjà mettre tout le monde autour de la table, travailler de manière collective dans un esprit d'unité. Ça, c'est le premier truc qu'il a posé hier. La question qui va se poser, c'est très vite, c'est comment il va faire pour réunir sa famille politique. Parce qu'on sent bien qu'il y a quand même des clivages encore assez forts au sein du parti, même si au lendemain d'une élection comme ça, tout le monde est d'accord et on s'embrasse. Mais on a bien vu d'ailleurs, de manière très symbolique, Laurent Wauquiez, son concurrent, qui est allé au puits en Velay faire sa déclaration. Comme signe de rassemblement, c'était pas quand même le premier geste qu'il fallait faire. C'est vrai. Alors, bon, il se retrouve comme ça, il a une ambition, il faut un peu rappeler, je pense aussi, la trajectoire de Bruno Retailleau. Pourquoi, pour la droite, c'est un atout aujourd'hui, parce il faut revenir sur son historique. Les dernières élections internes, souvenez-vous, il avait fait 46% face à Éric Ciotti. Personne ne le connaissait. On avait suivi la campagne et on découvrait sur le terrain que les gens appréciaient ce monsieur en disant mais d'où il vient, qui c'est c'est vrai qu'il parle bien, il a l'air sérieux, il est sympathique, il n'est pas agressif. Bon, il a semé des graines en 2022. Et d'ailleurs, je m'en souviens bien parce que je l'avais suivi dans les Bouches-du-Rhône à ce moment-là. Et il était sorti de cette campagne assez remonté et il pensait déjà, c'est pas un secret de le dire, il disait pourquoi pas, le destin peut s'ouvrir sur autre chose. On avait même ironisé sur le mont Sainte-Victoire, la montagne Sainte-Victoire de Cézanne. Bien sûr. Ça aurait pu être sa roche de Solutré. On avait rigolé. Merci de nous le rappeler, parce que j'avais effectivement oublié ce détail. Et donc, il était vraiment dans cette dynamique-là. Et pourquoi alors? Pourquoi il a plu aux adhérents? Alors d'abord, il n'a pas d'histoire politique engagée, il n'a jamais été ministre. Donc, d'ailleurs, il l'avait dit comme un argument politique. Il disait, moi, je ne suis pas comptable
des erreurs qui ont été commises. Alors je suis dans ma famille politique, je respecte tout le monde, mais bon, ne me tenez pas pour responsable. C'est le premier truc. Donc visage neuf, ambition neuve, et puis aussi la qualité du personnage. C'est un travailleur à droite. Il avait la réputation au Sénat, il était président de groupe, d'être quelqu'un qui travaillait tous ses dossiers, qui était sérieux, qui était une référence intellectuelle. Et c'est vrai que tout le monde l'appréciait. Et il avait réussi d'ailleurs, ça c'est bien pour le parti, il avait réussi au sein du groupe à créer un esprit collectif. Le groupe était bien géré. Alors aujourd'hui il se retrouve là. C'est une très bonne nouvelle pour la droite parce qu'effectivement, ça s'inscrit d'ailleurs dans le prolongement, je trouve, moi, de l'arrivée de Michel Barnier. Il y a eu un nouveau ton politique à droite. Les gens ont apprécié. Ils ont repris confiance en eux. Oui, cette approche-là, cette manière de faire de la politique. On pourrait citer François-Xavier Bellamy aussi dans ce ligne, avec toutes les faiblesses que ça peut aussi représenter, d'être sur ce rang-là. Mais les adhérents LR ont apprécié ce ton-là, cette façon d'être convaincant, de croire à ce qu'on dit à peu près, d'avoir des arguments pour défendre ce qu'on est, sans avoir honte ou essayer de cacher ses convictions. Et évidemment, ça marche. Ça marche. On verra quand on posera la troisième question tout à l'heure. C'est encore tôt pour... mais les choses vont se décanter. Il y a quand même le problème que posait très bien Marie-Virginie Klein, c'est-à-dire que des textes sur lesquels il est en désaccord, notamment la fin de vie, effectivement. Il peut y avoir aussi des économies budgétaires à faire. Il peut y avoir d'autres sujets sur lesquels, sur la sécurité, il a l'air d'être à peu près... on le laisse tranquille. Oui, de toute façon, c'est aussi là-dessus qu'il s'est construit. Il a commencé dès son arrivée, sur le régalien, dès son arrivée au gouvernement, à dire des choses très fortes. Et même parfois, on s'est même interrogé. Souvenez-vous, dans les premiers mois, il en faisait tellement qu'il a créé même des crises internes au gouvernement. Maintenant qu'il est endossé de ce nouveau poids politique, d'abord, ça va lui donner beaucoup plus de poids dans le gouvernement. Il a déjà réussi, au bout de 8 mois, à s'installer comme un des hommes forts. Là, ça va être vraiment un poids incontournable du gouvernement. Et donc, fort des 75% des 120 000 votants des derniers jours, il va devoir aussi maintenant assumer des choix politiques. Et donc, jusqu'où il va pouvoir aller dans la concession auprès des autres familles politiques sur certains textes pour ne pas décevoir aussi... En tout cas, ses soutiens actuels et peut-être demain ses soutiens à la présidentielle, ça va être important à observer. Charles, vous qui connaissez bien cette famille politique et qui avez suivi pendant longtemps Nicolas Sarkozy alors qu'il était président de la République, en quoi cette famille-là, aujourd'hui tirée par Bruno Retailleau, est différente de celle que dirigeait Nicolas Sarkozy? Parce que finalement, Retailleau fait... ce que Sarkozy a fait avec Chirac, et d'une certaine façon, ce que Giscard d'Estaing a fait avec Pompidou aussi. Oui. C'est pour ça que je trouve que le rester au gouvernement, tout en étant critique du gouvernement, c'est pas quelque chose qui me surprend énormément. Moi, j'ai connu l'époque, je parle comme un vieux de la vieille. C'est moi qui vous y encourage un peu, mais bon. Tout le monde sait que vous êtes jeune. Oui, merci. Oui, par rapport à moi, par exemple. Donc, non, mais j'ai connu l'époque où Sarkozy avait été, s'était vu imposé par Chirac de quitter le gouvernement pour être président du parti, puis ça n'a pas duré très longtemps. Finalement, il a rappelé Nicolas Sarkozy pour revenir au gouvernement, et Nicolas Sarkozy a continué de faire ses remarques désagréables et de développer le thème de la rupture à l'intérieur de son propre parti. Donc là, on se trouve dans une configuration différente, puisqu'on a un ministre qui est dans une coalition, dans un gouvernement quasiment de cohabitation. C'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même une circonstance différente de celle qu'on connaissait auparavant, où LR ne voulait pas participer au gouvernement. Là, on est dans un gouvernement très particulier où, en plus, la droite s'est sentie obligée à penser qu'il fallait participer pour que la gauche ne puisse pas gouverner. Donc oui, aujourd'hui, LR, c'est peu de choses par rapport à le parti que j'ai connu, c'est très peu de choses. Je ne sais pas si on peut parler d'un canal historique, en tout cas, c'est la ligne du Nini qui avait prévalu. C'est-à-dire ni le rapprochement avec le RN, ni le rapprochement avec la nébuleuse macronienne. Et puis, ce qui vient de se produire depuis un an a fait évoluer et a recréé une fluidité entre la droite macronienne et la droite LR. Maintenant, l'objectif, je pense, du nouveau président de LR, c'est de créer une fluidité électorale entre la droite LR,
en conservant ce qu'elle a pu récupérer de l'intérêt qui suscite du côté de Macron, mais en récupérant des électeurs de RN. Voilà. Exactement ce qu'a fait Sarkozy. Et voilà. Et là, on retrouvera ce qu'a été l'UMP. Ouais. Enfin, on est loin du compte. Oui, c'était un angle d'attaque, ça, de Wauquiez, contre Retailleau. C'était un angle d'attaque de Wauquiez. En disant... Retailleau n'est jamais allé sur ces terrains. Non, jamais. Alors là, c'est la tactique du laissons-le boxer tout seul dans son ring. Il a pas mal marché. Quoi. Mais du coup, pourquoi Wauquiez s'est trompé? Parce qu'il a attaqué là-dessus en disant vous macronisez. Ça aurait pu marcher peut-être avec un autre, mais pas avec Retailleau. Ouais. On a tous en mémoire les attaques régulières, documentées, de Bruno Retailleau contre le macronisme. Il a décrit tout ce qui allait se passer, les problèmes qu'on a eus à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'immigration, au niveau de l'économie. Tout ça est documenté au Sénat. On ne peut pas dire que c'est un ami d'Emmanuel Macron. Et on ne peut pas le soupçonner, en plus, de jouer double jeu. Alors, c'est vrai qu'en politique, on n'est jamais surpris, pas rien, mais il a quand même ce capital-là de quelqu'un qui est assez droit, qui suit une ligne, et qui n'a jamais trop... Je pense que c'est pour ça que Laurent Wauquiez s'est un peu trompé. Le calcul n'a pas été bon. Parce que ce n'était pas la bonne personne, pas assez fragile sur ce point-là. Il a suffisamment d'appui dans le parti. Ce qui est intéressant, il a tous les appuis. Tous les appuis. Il a tous les appuis. Aujourd'hui, on a bien vu que tous les poids lourds. Ce qu'on appelle les chefs à plumes étaient avec lui. Ce n'était pas le cas en 2022. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, depuis quelques jours, c'est d'observer au sein de la Macronie les sympathies qu'il peut y avoir pour Bruno Retailleau. On a vu directement hier soir François Bayrou faire un très gentil tweet à destination de Bruno Retailleau. Il y a le président de la République, Emmanuel Macron, qui lui a envoyé un petit message pour le féliciter. Même Gabriel Attal, pourtant très critique idéologiquement de ce que peut porter Bruno Retailleau, l'a gentiment félicité sur les réseaux sociaux. Ça prouve que, en dépit de cette... ce clivage idéologique qui peut y avoir très très fort et qu'il arrive à maintenir avec le macronisme, tout en étant au gouvernement, les macronistes ont une certaine sympathie pour lui, un certain respect pour un personnage qui arrive à porter ses convictions tout en restant lui aussi respectueux du gouvernement dans lequel il est. Alors ça, c'était pour la Macronie. Marie-Virginie Klein, le reproche qui lui est fait par la gauche, c'est d'être un enfant, entre guillemets évidemment, de Philippe de Villiers. Et donc de le renvoyer à tous les clichés, le Vendéen, hyper catho. Il serait un angle d'attaque pour les... Pardon pour ces termes, mais complètement ridicules. Mais enfin bon, c'est un peu ce qui est dit. Pas loin d'être réac même. Enfin bon. Mais quand on est, encore une fois, quand on est neuf, entre guillemets, en politique, lui, malgré son expérience, c'est facile d'avoir une bonne image. Et Bruno Retailleau, il correspond exactement à ce besoin de nouveauté, de nouvelles figures que dans chaque étude d'opinion, les Français nous font part. Donc là, il y correspond, il est neuf en politique. C'est maintenant que les difficultés vont commencer. C'est maintenant qu'on va voir si son image s'installe dans la durée et s'il arrive à passer de deuxième place à première place avec brio, parce que c'est quelque chose d'accéder au pouvoir et de faire ce qu'il faut, de faire de la politique politicienne interne, mais incarner toute cette problématique du leadership, d'être mis face à des contradictions, face en permanence à des débatteurs qui sont souvent assez exercés à ça, c'est autre chose. Donc on va voir. Il ne faudrait pas que ça soit juste un feu de paille. Alors, Laurent Wauquiez, qui était son adversaire, eh bien, Laurent Wauquiez, est-ce qu'il a encore un avenir politique? C'est la question que je vous pose. On va l'écouter avant de passer à cette question. Notre responsabilité n'est pas seulement de reconstruire la droite. Notre responsabilité, c'est de porter quelque chose de plus grand que nous, la France. Et notre France, nous devons la libérer de ses chaînes pour que nous puissions retrouver la France que nous aimons. Alors, il a fait d'une certaine façon, dans la première partie de sa déclaration hier soir, où il était au Puy-en-Velay, c'est-à-dire son fief électoral, plutôt allégeance vis-à-vis du nouvel élu. Mais la deuxième partie était un peu plus ambiguë, si je puis dire. Exactement. Parce qu'il est revenu justement sur le fait de la présence au gouvernement de Bruno Retailleau. Ce qui a d'ailleurs étonné l'équipe de Retailleau. Ils se sont dit, ils ont dit, mais comment ça se fait? Il n'infléchit pas sa ligne, il ne change pas. Et en fait, c'est vrai que c'est le même discours qu'il tenait.
Ouais. En gros, j'ai perdu, enfin, plutôt Bruno Retailleau a gagné, bravo pour la victoire, mais tout ce que j'ai dit, Reste valable. je le maintiens. Il n'a pas changé du tout. Ouais. Et contrairement à ce qu'on a pu entendre hier soir, hein, il n'a pas changé. Hein. Non, pas du tout. Ouais. C'était une erreur de faire ça depuis Puy-en-Velay, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, pour l'unité du parti, pas une erreur, mais est-ce que ça il avait montre gagné, que, c'était pas une erreur, parce que ça montrait un peu, ça donnait son argument des territoires contre Paris, ou en tout cas la France n'est pas à Paris, la France est partout, donc ça aurait pu le servir. Là, au moment où on savait que de toute façon, si Retailleau gagnait, le premier message en général de ces élections internes, c'est toujours le message du rassemblement, même s'il est faux. Mais bon, tout le monde est là, on se met tous autour de la table et puis on dit on y va. L'image aurait été quand même meilleure. Et d'ailleurs, c'est un argument qu'on entend aussi chez les retaillistes maintenant, c'est qu'en faisant ça, même physiquement, il s'est isolé hier soir. Ah oui. Ils étaient tous réunis au siège, derrière Bruno Retailleau, on verra les images tout à l'heure, mais lui était au Puy-en-Velay avec son micro et il y avait même des soutiens de Laurent Wauquiez qui ont appelé Bruno Retailleau, qui commence à réfléchir, évidemment. Ouais, bien sûr. Vu le score, ça fait bouger les lignes. C'est marrant la vie politique parce que j'ai regardé son discours hier soir. Ouais. J'ai absolument pas pensé qu'il était en train de s'isoler. Ah oui. Mais au fond, c'est assez juste. C'est vrai qu'il a fait un choix local d'affichage de sa candidature un peu à distance. Ouais. S'il n'avait pas fait cette petite phrase sur le macronisme, on aurait peut-être interprété différemment sa prestation. Mais c'est vrai que le choix du Puy-en-Velay plus la petite phrase. Non, puis ça correspond à son dynamisme pendant la campagne. Ouais. Nous, ce qui nous a frappé dans la dernière interview qu'on fait pour le Figaro, Ouais. on va le voir. C'est paru vendredi matin. Oui. Hein. Ou samedi matin. Non, vendredi. C'est l'incroyable aptitude qu'il a à dire « je vais gagner Ouais. ». Vous allez voir, je vais déjouer tous les pronostics. Alors Ouais. on regarde, ça, bon, mais vous avez regardé les salles et non, mais écoutez, voilà, vous allez voir. Ouais. Donc il y a une forme d'assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, ok, il joue et c'était sans doute un peu un jeu. Il surjoue le truc, alors que toutes ces équipes savent que ça va être compliqué. Mais peut-être que là, il dit, il marque bien sa volonté d'aller plus loin et de dire, de toute façon, moi, ça ne va pas s'arrêter là. L'histoire ne s'arrête pas avec l'élection du président. Je note quand même que 2 jours avant le vote, un bruit a circulé que Bruno Retailleau souhaitait nouer un accord de gouvernement en bonne et due forme avec Macron, avec Emmanuel Macron. Et ça n'a pas du tout influencé le vote. Et au fond, le message que Laurent Wauquiez a formulé dans cette fin de campagne, c'était qu'il souhaitait presque faire du Ciotti, c'est-à-dire se rassembler, recréer l'union des droites. Ça n'a pas non plus pesé sur le vote militant. Ce sont ça veut bien dire que ces choix de campagne, qui étaient quand même assez marqués à droite, et en rupture avec toute forme d'alliance avec le macronisme, n'ont pas porté auprès de l'électorat LR. Alors, Marie-Virginie Klein, c'est quoi son avenir à Laurent Wauquiez, d'après vous? Bon, moi, je commence par croire qu'on n'est jamais mort en politique. Oui. Là, c'est la base. C'est la base. Et des comportements, comme vous le décrivez, c'est-à-dire d'y croire jusqu'à la dernière seconde. Je dis, bien sûr. Après, voilà, on est obligé d'emmener ses troupes avec soi. Donc, on n'est jamais mort en politique. Il l'a bien laissé entendre hier soir. Il les a dit je vais prendre toute ma part à la suite de notre famille politique. Donc, ça, c'est une phrase qui veut vraiment dire ok, j'ai pas fait 45%, mais je serai encore très présent avec vous. Et puis, il n'en est pas à son premier échec, Laurent Wauquiez. Rappelez-vous, après les européennes et le faible score de Bellamy, finalement, il a dû quitter le parti. Et donc, alors qu'il avait été triomphalement élu à la tête. Alors qu'il avait été triomphalement élu. Donc, 1, il peut s'en passer des choses en politique. 2, c'est pas son dernier échec. Et 3, quoi qu'il en soit, il restera un des piliers. Encore jusqu'à présent, c'est quand même un homme politique majeur de droite. Il est quand même président politique seulement de la 2e région de France. Donc, président du groupe aussi à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas rien. Hein. Voilà, même s'il y a que 47 députés. Ce qu'il a dit d'ailleurs dans son aujourd'hui. intervention, ce qui a été interprété par les retallistes comme un signe de
probable guerre à venir. Oui. Ouais. Bah justement, on va voir aussi comment ils vont jouer tous les deux entre le nouveau chef du Parti des Républicains et lui, président des groupes des députés à l'Assemblée nationale. Parce que j'ai cru comprendre quand même qu'ils étaient assez proches de lui. Donc est-ce qu'il va entre guillemets les tenir? Est-ce qu'au contraire, il va y avoir un retournement de situation qui vont se tourner vers Bruno Retailleau? Donc je pense qu'ils ont quand même intérêt à la jouer fine et solidaire tous les deux, donc, et à se ménager l'un et l'autre. Ils sont très différents l'un de l'autre. Ils sont très différents l'un de l'autre. On a un Laurent Wauquiez qui est très exubérant dans sa manière de faire de la politique. Ouais. On a un Bruno Retailleau qui est beaucoup plus réservé. Deux tempéraments. Voilà, deux tempéraments bien différents, ce qui pourrait justement, en vue de la présidentielle, plaire chez Laurent Wauquiez, c'est voilà, son énergie, le fait qu'il ne lâche jamais rien. On l'a bien vu lors de cette campagne. Et vous posiez tout à l'heure la question de est-ce que finalement Laurent Wauquiez est mort en politique. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit et j'ai l'impression même que les Français ont toujours aimé les politiques qui ont des cicatrices. Ouais. Et il y a souvent eu des longues traversées du désert qui se sont transformées en élection à la présidence de la République. On se souvient du général de Gaulle, on se souvient de François Mitterrand, de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, et il y en a eu énormément. Donc rien n'est terminé pour Laurent Wauquiez, qui reste effectivement dans un poste stratégique. Pour moi, ce qu'il va devoir faire, contrairement à ce qu'il a fait depuis 2019, après cette première lourde claque, il s'efface complètement du paysage politique national, il retourne dans sa région. Oui. Et on ne l'entend plus. Voilà, on ne l'entend plus, il fait de la politique locale, il n'a plus fait aucun média pendant des années. Et puis il a le courage de revenir au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale en disant il faut être au Palais Bourbon, c'est là que tout va se passer. Bon, il revient un peu tard parce qu'on a Bruno Retailleau qui émerge à Beauvau et qui lui chipe finalement sa place. Je pense que aujourd'hui, ce qu'il doit faire, c'est être omniprésent. Il a une année, s'il souhaite rattraper son retard et s'il souhaite être le candidat de la droite pour 2027, il a une année pour marquer des points. Et je pense qu'il va falloir aujourd'hui qu'il soit omniprésent dans les médias, omniprésent politiquement, va être difficile, et qu'il soit au combat. Mais comment il peut faire sans être perçu comme un adversaire de Bruno Retailleau? C'est compliqué. Il faut qu'il s'investisse dans le débat politique. Il faut qu'il ait une visibilité. C'est-à-dire pas qu'il renonce à aller sur le ring. Parce que s'il s'efface, évidemment, Bruno Retailleau, à côté, il va continuer. Oui. Et ce mouvement-là qu'on voit bien chez les adhérents LR, qui observent et qui sont collés à Bruno Retailleau, c'est quelque chose qui va porter. Et Bruno Retailleau lui-même, évidemment, il va y penser de plus en plus. Et il aura raison. Donc, Wauquiez a un vrai problème aujourd'hui. Alors, on ne parle pas trop non plus de ses qualités intrinsèques. C'est quand même une personnalité très solide, très puissante. Intellectuellement très forte. Intellectuellement très forte. Il est d'une agilité incroyable, ce qui fait peut-être aussi son défaut. Qu'il comprend tout très vite, mais parfois trop vite. Trop vite. Il brûle les étapes. Ouais. Et on le voit bien, là. Il aurait dû ménager ses alliés. Il ne peut pas partir toujours tout seul contre tout le monde. Ouais. Ça ne marche pas. Ouais. Mais il a des qualités incroyables. Il est assez impressionnant. Au contact, on voit quand même quelqu'un qui est très fort. On le rappelle, il est normalien, il a fait agrégé d'histoire et l'ENA. Et à chaque fois sorti major, quasiment. Ouais, tout ça, ce sont de bonnes raisons pour que les Français ne votent pas pour lui. Oui, non, mais vous avez raison. C'est vrai, vous avez raison. Le temps où on déroulait son CV et on était élu, c'est Giscard. Oui. Giscard, Macron d'une certaine façon. Giscard, hélas, Macron également. Non, mais c'est vrai que vous avez un peu raison. Parce que c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup. Sur le plan de la formation, en tous les cas. Oui. Bien sûr. Oui, bien sûr. Non, le problème de Laurent Wauquiez, c'est qu'il est aussi quand même assez solitaire. Enfin, il n'arrive pas. Quand il était président du parti, il s'est fait beaucoup d'adversaires à un moment où, justement, sa responsabilité était de savoir travailler avec les autres. Ouais. Et la direction du parti était considérée comme un endroit qu'on n'approche pas facilement. Il fallait, à l'époque où Nicolas Sarkozy a pris l'UMP, c'était tout le monde venait. Et puis voilà, il y avait un. Mais il y a un mystère. Il y a un mystère chez Wauquiez. Il y a un mystère chez Wauquiez, c'est que effectivement on entend ces critiques-là, et il y a aussi des gens qui le connaissent bien et qui vous disent exactement l'inverse.
Ah oui. Par exemple, Madame Portelli, qui fait partie de son Florence état-major. Portelli, qui est la maire maire de Taverny, dans la région parisienne. Exactement. Et elle, par exemple, elle ne le connaissait pas depuis longtemps. Elle l'a rencontré. Et elle a fait campagne pour lui, Elle a d'ailleurs. fait campagne pour lui. Elle a découvert un type qu'elle dit formidable, qui est à l'écoute, qui a pris en compte ses idées. Elle s'est sentie écoutée. Il n'y avait plus personne pour lui parler. Oui. Je pense que Charles avait raison. Je pense que Charles avait raison. Non, puis elle a été séduite, je pense, par la mécanique intellectuelle qui est... Oui. Quand on connaît Florence Portelli, ça a dû jouer. C'est vrai, mais c'est bizarre. On entend vraiment ces deux sons de cloche donc, par rapport à Wauquiez. Ça veut dire qu'il a peut-être aussi un problème. Il faut qu'il règle ça aussi. Ça fait partie de son Oui, mais gros alors, chantier. avec un homme qui a un pareil CV, qui a un pareil ego, compliqué quand même, hein, de ne pas jouer le premier rôle. Bah justement, je pense que c'est un beau challenge peut-être qui se présente à lui. Il a montré personne ne doute de ses capacités intellectuelles, de sa façon de concevoir même des... Voilà. Par contre, les deux doutes qui restent, c'est celui de un peu sa capacité à rassembler et à la jouer collectif. Donc c'est pour ça que omniprésence médiatique, c'est intéressant, mais aussi au service peut-être de son parti, et y compris de Bruno Retailleau. Ouais. C'est le premier challenge. Et le deuxième challenge, c'est celui de montrer la sincérité viscérale qui le tient dans son projet, que ce n'est pas un projet pour lui, que c'est un projet aussi pour la France, pour les Français et pour les membres du Parti républicain. Et ça, son grand atout à Laurent Wauquiez, c'est pas les médias, donc c'est peut-être aussi, c'est le terrain. Quand il va sur le terrain, quand il rencontre les personnes, il arrive à retourner un petit peu les esprits, donc il va falloir qu'il batte le terrain. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que cette présidentielle de 2027 approche, qu'il y a, en dehors des extrêmes, M. Bardella ou Mme Le Pen, M. Mélenchon, eh bien, un espace qui est gigantesque, mais est-ce que cet espace, par qui va être occupé principalement? Je pense que LR, aujourd'hui, maintenant, se dit, pourquoi pas nous? Pourquoi pas être les primus inter pares à l'intérieur de ce grand espace-là. On va écouter à la fois Édouard Philippe, qui évidemment était évidemment aussi candidat à la présidentielle, et on va écouter LR. Mais moi, je ne suis pas là pour défendre la pureté de la droite française. Je suis là pour défendre la France. Je suis là pour défendre les Françaises et les Français. Alors, à tous ceux qui se demandent si nous sommes assez de droite, assez populaires, assez en même temps, je retourne la question. Êtes-vous prêts à travailler avec nous pour construire un grand projet d'ordre dans la rue, dans les comptes, de justice par le travail et le mérite, de prospérité par l'innovation et la jeunesse, de citoyenneté exigeante et de puissance nationale? Il y aura bien entendu d'autres batailles électorales. Nous aurons le temps d'en parler. Il y aura bien entendu les présidentielles. Mais si nous voulons avoir la moindre chance de gagner demain les présidentielles, alors consacrons-nous d'abord à la définition de ce projet, portons ces idées nouvelles et gagnons aussi les élections municipales. C'est ce qu'attendent de nous beaucoup de Français. Alors, Wally, effectivement, Bruno Retailleau a anticipé un petit peu et voit clair quand même, parce que bon, on sait, la droite, c'est l'ordre, la sécurité, moins de bureaucratie, normalement, moins d'impôts. Ça, c'est une chose, mais ce qui manque quand même, c'est cette petite chose en plus, quoi. Travailler plus pour gagner plus. Enfin, c'est ce qu'ont trouvé certains candidats de droite, la fracture sociale, bon, après, ça marche ou ça marche pas, généralement, souvent un peu déçu, mais c'est comme ça qu'on arrive à séduire. Il faut une étincelle, il faut une personnalité, il faut un message. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne le voit pour l'instant pas. Pas encore. Et la question qui va être intéressante, vous avoir dit un peu le sujet tout à l'heure, il y a quand même énormément d'inconnus. D'un côté, on a le RN, on ne sait même pas si ce sera Marine Le Pen, la candidate, ou Jordan Bardella, ce qui peut changer des choses. De l'autre, on a des macronistes qui, eux aussi, n'ont pas envie de lâcher le pouvoir, Édouard Philippe étant évidemment le mieux placé, avec une insolente popularité au niveau des sondages quand même. Hein. Ouais. Il n'est absolument jamais en baisse. On a un Gabriel Attal qui lui aussi joue sa partition.
Donc, est-ce que LR, dans tout ça, voudra jouer une partition individuelle ou une partition collective? Pour l'instant, ils sont sur la ligne, pas de primaire avec les macronistes, même si on entend... David Lisnard, notamment, qui était plutôt sur cette ligne-là, non? Oui, tout à fait. Même si on entend ces derniers temps... Laurent Wauquiez, par exemple, qui a parlé de réunir la droite de Gérald Darmanin à Sarah Knafo, donc Gérald Darmanin étant quand même un macroniste de droite, certes. C'est une contradiction. Voilà, exactement. Donc c'est quand même truffé d'inconnus. Et je pense que finalement, est-ce qu'il doit y avoir une primaire du bloc central incluant LR? Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des solutions, mais si aujourd'hui on a l'impression que oui. Il y a quand même la dynamique du vote utile qui peut, au dernier moment, faire basculer les voix qui comptent d'un côté ou de l'autre. Et finalement, un candidat LR qui arrivera à faire la synthèse entre le libéralisme et le conservatisme, en quelque sorte, aller chercher les macronistes déçus et des électeurs du Rassemblement national qui eux aussi pourraient être déçus et qui auraient envie d'avoir un candidat LR, pourrait très bien marcher au final. Charles, on a déjà connu des candidats à une présidentielle, un candidat UDF, un candidat RPR, mais sauf que la donne était différente parce qu'il n'y avait pas un Rassemblement national aussi élevé et une extrême gauche aussi élevée d'ailleurs. La donne est toujours différente, mais la force de la présidentielle, c'est qu'elle a été pensée pour favoriser la surprise, favoriser la candidature d'un homme contre la structuration du genre politique, du paysage, par des partis qui seraient supposés indéboulonnables. Donc, on l'a vu évidemment avec Macron, c'est la grande jurisprudence Macron, mais d'une certaine façon, on l'a vu aussi avec Giscard. Et bon, le cas Chirac est un peu différent parce qu'il était le candidat du RPR. Mais enfin, il partait effectivement d'un peu plus loin et il a rattrapé le retard qu'il avait sur Édouard Balladur. Parce qu'en politique, il y a les campagnes. Les hommes et les campagnes, ça fait toute la différence. C'est comme quand, avant un match, on ne sait pas qui va gagner. Enfin, je veux dire, il faut jouer le match. Donc tout ça va avoir lieu. Et je pense que la force de LR, c'est que ils ont une structure... D'abord, les gens connaissent cette marque, même si malheureusement le nom a changé. Donc c'était une erreur, mais enfin bon. Voilà, donc ils ont un potentiel attractif vis-à-vis d'anciens électeurs qui savent très bien à quoi ils ont affaire s'ils reviennent vers cette maison. Et deuxièmement, ils ont tout un réseau d'élus locaux. C'est pas un parti, voilà. Donc tout ça crée donne des conditions qui sont pas si mauvaises que ça. Pas si mauvaises que ça. Marie-Virginie Klein, on a vu... Quelle est la différence, par exemple, entre Édouard Philippe et Bruno Retailleau? On a écouté Édouard Philippe à Marseille lors d'un meeting ce week-end, où il a pris des positions sur la sécurité, sur le front régalien, qui sont pas si loin, finalement, que celles de Bruno Retailleau. Donc on voit bien que c'est compliqué, quoi. Hein, c'est plus difficile, voilà, c'est plus difficile de jouer aux 7 différences qu'aux 7 points communs. Donc moi, je pense que si je pose le problème de façon très simple et binaire, c'est que là, les LR, ils vont devoir se poser une question stratégique, c'est est-ce qu'on joue la stratégie du bloc central ou est-ce qu'on joue la stratégie de l'union des droites? Voilà. Et donc, si on regarde, c'est pas très nuancé, mais si on regarde la sociologie électorale et qu'on regarde les résultats du vote d'hier, le message subliminal qui a quand même été envoyé, c'est plutôt on est pour un bloc central élargi parce qu'il y aurait eu, je pense, un score plus élevé pour Laurent Wauquiez si on avait appelé à une union des droites. Et quand on regarde aussi qui a voté, on voit bien qu'il y a une forte participation, d'abord, 120 000 électeurs, c'est pas rien. Et on voit bien que c'est des gens quand même plutôt... issus des déçus, on va dire, de la Macronie. C'est des gens plutôt des catholiques, plutôt âgés, qui sont plutôt pour une droite, entre guillemets, qui retrouve ses valeurs d'origine. Donc il faut aussi écouter le résultat de ces élections et je pense que ça va être ça l'énorne travail. Vous êtes d'accord avec ça, Emmanuel? Alors moi je trouve que Wauquiez a une analyse qui n'est pas mauvaise là-dessus. Bon, ça ne porte pas chance, mais lui, son calcul, c'était de dire, et dans son calendrier initial,
C'était de dire attendons, il n'y a pas besoin de se précipiter aujourd'hui, tout va très vite en politique. La preuve, Retailleau est un exemple, Macron en est un autre. Il y a des choses qui changent très vite, donc on ne peut jamais prévoir. Bayrou est au gouvernement, on ne sait pas s'il ne va pas sauter bientôt. Ça peut vraiment tout reconfigurer. Donc déjà, ne pas se précipiter. 2, il avait dit, son calcul initial, c'était de considérer que le macronisme était lié à Emmanuel Macron, et qu'une fois que Emmanuel Macron disparaîtra du paysage, le macronisme s'en ira, disparaîtra avec les lots et tous les héritiers du macronisme, notamment Édouard Philippe, qui aussi, quelque part, est engagé quand même. Enfin, on ne peut pas dissocier la personnalité politique d'Édouard Philippe, qui n'existait pas vraiment avant et qui a existé parce qu'il a été le Premier ministre de Macron, de l'action politique tant décriée de M. Macron. Donc, on comprend bien pourquoi d'ailleurs Édouard Philippe fait son meeting à Marseille à la veille du mouvement LR, parce qu'il sent bien qu'il y a quand même quelque chose à aller piocher, mais ça n'échappe à personne, hein, on voit bien son calcul. Alors lui, évidemment, il a son propre agenda, il espère effectivement que les choses puissent se mettre au centre, mais ce n'est pas ce qu'a dit hier Bruno Retailleau. Il a expliqué quand même sa stratégie, même s'il y a une différence entre Wauquiez et Retailleau là-dessus, enfin des questionnements en tout cas. Lui, il espère que en menant une politique de droite, c'est-à-dire en construisant un projet de droite clair, affiché, assumé, ça peut créer dans le pays, où il dit la droite est majoritaire aujourd'hui sur les attentes, on voit sur tous les grands thèmes régaliens, on peut créer un mouvement. Et à ce moment-là, il ne s'agit même pas de parler d'accord avec qui que ce soit. Et, naturellement, les électeurs pourraient venir un peu de partout. Droite décomplexée, comme disait Jean-François Copé. Exactement, Non, mais pas seulement. disait Nicolas Sarkozy. La droite Oui. qui s'assume, là. Oui. Ça serait La droite Ouais, non, s'assume, faut mais pas- qui peut capter les déçus Qui du n'est pas macronisme. intimidé par les accusations en, Voilà. en gauchisme, en extrême droitisation, Voilà. et tout ça. Donc une fois qu'on a dit ça, bon, très bien, il faut aussi rappeler une chose, c'est que les LR partent de très très loin. La situation actuelle, c'est que ce parti a fait 4,78 à la dernière présidentielle, Bien sûr. que pour faire une présidentielle, il faudra trouver 10 millions d'euros pour financer une campagne, Ouais. que la dernière fois, elle n'a pas pu être remboursée. Vous avez vu, ça crée des problèmes. Ça fait pas mal quand même d'obstacles, qui fait que, ne serait-ce qu'en faisant la liste des obstacles, les LR pourraient se mettre d'accord sur une stratégie commune et essayer d'éviter de faire des bêtises. C'est aussi une des conditions pour lesquelles il est indispensable pour envisager quoi que ce soit. Mais par rapport à Édouard Philippe, Par rapport à Édouard Philippe. bah oui, comment parce que Édouard Philippe, il va essayer de marquer à la culotte, comme pour parler comme au football. Oui, il le fait déjà, vous le disiez Ouais. tout à l'heure. La question, ça va être, est-ce que Édouard Philippe tient sur la durée? Ouais. Parce qu'effectivement, au jeu des sept différences, il n'y en a pas énormément. Tant Édouard Philippe va vouloir mettre la barre à droite pour ne pas être assimilé au macronisme. Mais la question, c'est ce qui tient effectivement dans la durée. Et on sait qu'une campagne présidentielle, c'est dur, c'est long. C'est physique, c'est intense, et on sait que souvent celui qui se démarque, c'est celui qui a une personnalité extrêmement forte et qui a aussi des idées extrêmement fortes. Et finalement, en 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2021, Valérie Pécresse, elle gagne largement finalement la primaire, elle est à 60%. Elle fait, je crois, 70 000 voix, à peu près comme Bruno Retailleau hier. Les premiers sondages la donnent gagnante contre Macron au second tour et la donnent deuxième, je crois, au premier tour. Finalement, elle fait une campagne qu'on connaît, très, très compliquée, et elle s'effondre. Donc ça va être ça le véritable défi pour la droite et pour Édouard Philippe, c'est de tenir sur la durée, d'arriver à faire une campagne présidentielle assez solide pour virer en tête et devenir, in fine, potentiellement le chef de l'État. Alors ça, c'est pour Édouard Philippe. Est-ce que Bruno Retailleau, le fait qu'il ait gagné hier, fait que c'est lui qui est le mieux placé dans la famille Les Républicains pour aller au combat? Moi, ça me paraît... ça me paraît quand même... il a des arguments très forts. Très fort, oui. Très, très forts pour envisager une candidature présidentielle. Parce qu'il y avait Wauquiez, enfin il y a Wauquiez, mais il y a aussi Lisnard, il y a aussi du monde à Barnier, droite. Ouais. Ouais, mais... Xavier Éventuellement, Bertrand. Xavier Bertrand, oui. Non, mais revenons... Non, mais les gens n'ont... Je crois que le macronisme a tellement redistribué toutes les cartes que de temps en temps, c'est simple et rassurant de se dire qu'on va s'intéresser au type qui a gagné l'élection dans un parti, comme ça se fait partout en Europe. Donc, il est devenu patron du parti. S'il est bon, évidemment, tout repose sur ça. S'il est bon,
il est un candidat extrêmement sérieux à la présidentielle. Ça me paraît tout à fait évident. Je souscris à tout ce qui a été dit. S'il a une ligne forte, il va attraire, parce que le vote utile, ça n'a pas joué pour Valérie Pécresse la dernière fois, mais ça peut jouer pour le candidat de LR cette fois-ci. Hein. Bien sûr. D'autant plus que Macron n'est pas candidat sortant. Bien sûr, bien sûr. Alors, le petit jeu des coups de griffe, coups de cœur de fin d'émission. Marie-Virginie, vous commencez avec les coups de griffe? Alors, le coup de griffe. Moi, j'ai mis un coup de griffe à la montée des fake news, notamment portées par les partis pro-russes. Oui. Dernier exemple en date, vous savez, cette polémique autour du mouchoir d'Emmanuel Macron, dans lequel il y aurait eu des substances pas forcément recommandées. Et donc, ça a fait tout un buzz sur les réseaux sociaux, jusqu'à obliger l'Élysée à faire un communiqué officiel, en s'exprimant, ils l'ont fait de façon un petit peu rigolote, en disant « Ceci est un mouchoir pour se moucher ». Et donc, blague à part, tout ça, moi, m'inquiète, parce qu'on est de plus en plus sujet à des fausses informations, et ça peut être enfin, pas des fausses informations, mais des fake news, et ça peut être très compliqué à gérer, et ça ne va faire que monter en puissance. Donc, mon coup de griffe, c'est vraiment là-dessus. Il y a eu récemment aussi l'anecdote autour du conclave, selon laquelle Emmanuel Macron aurait pesé de tout son poids pour qu'un pape français soit élu. Encore une fake news qui nous vient aussi des pro-russes. Donc voilà, je me méfie un petit peu, notamment avec des échanges politiques importantes. Le coup de cœur. Et alors j'ai deux coups de cœur, donc c'est. Il y en a une qui est un petit peu glamour parce que c'était le festival de Cannes, donc. Qui continue. Et qui continue. Merci. C'était la cérémonie d'ouverture, donc pour. Kristen Stewart, cette star qui a fait des prises de parole un peu audacieuses sur le fait de la difficulté d'être une femme, notamment dans le monde du cinéma. Enfin voilà, il y a une prise de position assez courageuse. Et peut-être plus proche de nous, un petit coup de cœur pour Gérald Darmanin. Pas du tout Gérald Darmanin, pardon. L'ancien garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti, qui ce soir sera sur Paris Première et qui innove complètement puisqu'il va se retrouver confronté à 4 interlocuteurs dont il ne connaît pas l'identité et il va débattre comme ça à bâton rompu. C'est déjà enregistré ou... C'est enregistré. Et donc il ne le savait pas. Non, il ne le savait pas. Que des membres du syndicat de la magistrature. Eh bien, à découvrir ce soir. Et je trouve que, voilà, après sa pièce de théâtre, là, il se lance encore dans un nouvel exercice. Il ne cesse de nous surprendre. Avec un livre écrit avec Marc-Olivier Fogiel qui va sortir à la rentrée. Emmanuel. Alors moi, c'est beaucoup moins joyeux. Mais bon, alors mon coup de cœur, c'est François-Noël Buffet, le sénateur. Alors, rappelez-nous, ancien... il a été ministre. Il est ministre de Retailleau, auprès de Retailleau, et il s'occupe notamment... Il est ministre de l'Intérieur délégué. C'est le ministre, bis de l'Intérieur, on va dire, voilà. Ouais. Et alors lui, demain, il dévoile les chiffres, les derniers chiffres des atteintes aux élus. Vous savez, il y avait une cellule qui avait été créée au ministère de l'Intérieur. Oui, bien sûr. Parce que c'est un phénomène qui inquiète. Des atteintes physiques. Des agressions. Agressions physiques, verbales, cyber, enfin tout ce qui menace les élus aujourd'hui. C'est un vrai sujet, c'est presque un marronnier des maires de France chaque année, enfin chaque fois qu'il y a le congrès. Et donc demain, dans le Figaro, il nous dévoile les nouvelles mesures qui sont prévues, notamment à l'approche des prochaines municipales, parce qu'il y a toujours un regain de violence en période électorale. Donc ça, c'est ce qu'on a appris. Donc ça, c'est le coup de griffe, c'est de dire... Coup de griffe. Mon coup de cœur... Non, mais attends, on va s'apesantir un peu, parce que les chiffres ne cessent d'augmenter. Hein. Il y a de plus en plus de... Alors, les chiffres cessent d'augmenter. Et ce qui décourage les maires, d'ailleurs, à se représenter. Hein. Ah oui, c'est un peu une catastrophe démocratique. C'est-à-dire que ce mandat-là, qui est un mandat, souvent, on le fait... Normalement, on dit que c'est le maire, l'élu le plus populaire. Le premier magistrat qui est au contact de tout. Enfin, il est en première ligne de tous les problèmes, quoi. Et il y avait eu des cas très très graves qui avaient soulevé un peu l'émotion en France, dans la mort d'un maire d'ailleurs, notamment à côté de Nice. Et depuis, donc, il y a eu cette cellule qui a été montée. 2023, donc les résultats des premières mesures sont plutôt bons, parce qu'il y a un recul entre 2023 et 2024 de 9%. Ah oui, c'est bien. Mais bon, ce sont des chiffres à prendre avec Ce n'est qu'un début. Faut voir. Ce n'est qu'un début, et il y a de nouvelles mesures pour les aider. D'accord. Ça, c'était mon coup de cœur. Mon coup de griffe, c'est pour le président algérien, Tebboune. Ah.
Et D'accord. j'étais déjà venu la dernière fois, c'est pas très original, excuse-moi, mais Boualem. Mais il est toujours en poste, Lui est monsieur toujours en Tebboune. poste, et Boualem Sansal est surtout toujours en prison. Voilà. Et on vient de passer les 6 mois et quelques jours, et ses filles se battent à Prague pour essayer d'avoir des nouvelles. C'est très compliqué, visiblement. Et c'est quand même... Et là, on voit le comité de soutien à Boualem Sansal, qui est un écrivain franco-algérien, très prolifique, et qui malheureusement en Algérie est pas connu du tout, mais il est l'otage du régime algérien. Et surtout dans la patrie de Camus, Oui, l'Algérie, tout à fait, écrivain, un prix Nobel, et qui est un symbole, et on est en plein absurdité, quoi. Voilà. bien sûr. Wally. Un coup de cœur, c'est un coup de cœur ironique pour Gabriel Attal et pour les félicitations qu'il a lancées hier soir à Bruno Retailleau après sa victoire. Félicitations écrites 2 jours après avoir manigancé un coup médiatique pour demander la démission du même Bruno Retailleau du ministère de l'Intérieur, révélé dans nos colonnes d'ailleurs par l'une de ses plus proches à l'Assemblée, qui est Prisca Thévenot. Donc je trouvais ça un petit peu cocasse que ces félicitations. Vous voulez dire que c'était des félicitations insincères? Oui, peut-être écrites par l'intelligence artificielle, je ne sais pas. Et le coup de griffe, coup de griffe, oui. parce que c'était un coup de cœur, même si ça n'y ressemblait pas. Non, pas vraiment. Le coup de griffe pour l'émission sur TF1 d'Emmanuel Macron l'année dernière, l'interview. Mardi dernier. Pour le moins assez intéressante, où il s'est montré à son avantage, comme souvent dans ce genre d'exercice, mais de laquelle on est ressorti en se disant mais qu'est-ce qu'il avait à dire aux Français. Il y avait eu tout un teasing mené par son équipe ces dernières semaines. Il va y avoir des annonces fracassantes de référendum notamment. On en est ressorti avec pas grand-chose, si ce n'est un potentiel référendum sur les écrans pour les jeunes. Donc, la meilleure séquence, c'est celle avec Ménard, un maire. Ouais. Donc voilà ce coup de griffe du jour. Alors Wally, vous allez nous dire, est-ce qu'il y a une session extraordinaire? Alors, ça n'est pas encore officiel, hein, mais a priori, oui. Ah, il y en aurait une. Oui, il devrait y avoir une session extraordinaire. J'ai l'impression que Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, était favorable à ça. Poussé favorablement. Gérard Larcher aussi. Et le gouvernement, qui était plutôt réticent au début, semble ouvert à ce qu'il y en ait une. Elle sera potentiellement pas très longue. Et vraiment, tout est pour l'instant au conditionnel et pourrait couler jusqu'à mi-juillet. Mi-juillet. Ce sera une petite session extraordinaire. Voilà. D'accord. Charles. J'ai un coup de cœur, il y a un coup de griffe un peu léger. Ah. Donc en coup de cœur, j'ai la candidate israélienne à l'Eurovision qui est arrivée en 2e position. Tout à fait. Ce qui est quand même inattendu dans le contexte politique dans lequel on se trouve. Oui. Donc c'est un vote qui ne tient pas compte de ce contexte et qui est plutôt sympathique, d'autant plus qu'en fait, elle a bénéficié de l'intégralité du vote des Français et de l'intégralité du vote espagnol. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc voilà. Et puis coup de griffe, c'est pas un coup de griffe. Je suis déçu pour Louane, qui est la candidate française, qui est une bonne chanteuse, qui a fait une bonne prestation et qui est arrivée en 7e position. Elle était attendue beaucoup plus haut. Et en fait, on se rend compte que d'année en année, les candidats français ne sont jamais soutenus par les autres pays. Donc on a un petit problème. Peut-être qu'on pourrait demander à Emmanuel Macron de faire un tour de chant l'année prochaine. Je ne le tente pas. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que la dernière fois qu'il y a eu un vainqueur, il n'était pas né. La dernière fois qu'il y a eu un vainqueur français à l'Eurovision, il n'était pas encore né. Donc il ne connaît pas encore tout à fait les enjeux, mais on pourrait peut-être lui demander de pousser la chansonnette. C'est peut-être une façon de se reconvertir d'ailleurs. Après tout, on a tout vu. Donc, s'il y a une session extraordinaire, cher Wally, il sera question de quoi? Il y a quand même beaucoup de textes. Hein. On est dans une sorte d'embouteillage parlementaire ces dernières semaines. On parle notamment, il y a le texte, la réforme de l'audiovisuel de Rachida Dati qui a été un petit peu... La création de l'holding. Enterrée suite aux difficultés qu'elle a connues en commission des affaires culturelles. Ça pourrait revenir. Il y a d'autres, il y a plein d'autres textes qui sont... qui pourraient, en souffrance. Voilà. Merci à vous, merci de nous avoir suivis en ce lundi soir. Et puis, on se retrouve lundi prochain pour de nouvelles aventures, de nouveaux débats, de nouvelles questions et évidemment de nouvelles réponses. On est toujours au rendez-vous. Merci à vous 4 et bonne soirée, bonne nuit.
revoir.